Dans l'un de ses nombreux ouvrages, Tony Anatrella, qui n'est pas un ami politique, parle d'une errance qui a commencé après la guerre 39-45. Il a raison. La société des années 50 est issue de la défaite des forces de l'Axe qui avaient tenté de rétablir un monde fondé sur le passé. Elle va donc tout naturellement en prendre le contre-pied pour préparer la société que l'on connaît aujourd'hui. En 1956, une revue consacrée au basket publia un article plus général intitulé « Il faut se lancer à la conquête de la jeunesse ». L'auteur se désolait. On constate une désaffection de la jeunesse adolescente à l'égard du sport en général. Le sport individuel ou collectif exige des vertus foncières. Les jeunes semblent rebuter à l'effort persévérant, à l'assiduité, au nécessaire entraînement, à la contrainte que la pratique et la compétition surtout leur imposent. Le sport resserre les limites d'une liberté débridée à laquelle la jeunesse aspire. En ce qui concerne le sport collectif, l'égocentrisme en progrès depuis la dernière guerre a miné les bases sûres de l'effort en commun, la notion de l'équipe, la fierté du succès, le sens de la solidarité. Le sport n'a pas échappé aux atteintes que toutes les autres activités, philanthropiques, mutuelles, culturelles, etc., connaissent depuis que l'incertitude des temps et les difficultés matérielles de la vie ont favorisé l'essor de l'individualisme et de l'égoïsme. La jeunesse semble avoir fait son choix et vouloir s'orienter vers les occupations de loisirs sans aucun lien véritable avec le sport. Sorties dominicales vers la ville ou les campagnes selon la résidence des intéressés, fréquentation accrue des bals, ruée vers les salles de cinéma. C'est là un problème d'ordre psychologique et très particulier. La mentalité de la jeunesse a évolué. Cette aspiration vers de nouveaux loisirs a été grandement favorisée par le développement de la motorisation qui donne aux jeunes des moyens de s'évader, de tourner en rond et de tuer le temps. 10 ans donc après la fin de la guerre, les premiers effets de la modernité s'étalaient déjà. Certes, des foyers de résistance existaient encore. Début 1964, l'hebdomadaire de l'Armée du Salut conclut ainsi un article qui dénonçait la formule « Fais ce qui te plaît ». Parce que l'homme a été créé non pour vivre à sa fantaisie et pour satisfaire ses instincts, mais pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre comme elle l'est accomplie dans les cieux. Quelle parfaite harmonie dans le ciel, quelle parfaite confusion sur la terre. Pourquoi? C'est qu'au ciel, la volonté de Dieu est faite, sur la terre, non. Pour l'immense majorité, toutefois, un tel message était devenu inaudible. Tout simplement parce que l'autorité de l'Église avait considérablement reculé. Un an auparavant, parlant à des jeunes prêtres, le cardinal Montigny avait constaté « Après 20 siècles d'histoire, l'Église semble submergée par la civilisation profane, comme absente du monde actuel. » Il avait raison. Car si l'image du Christ était encore accrochée au mur, la radio puis la télévision trônaient dans la salle de vie, offrant à la modernité une porte d'entrée dans le foyer avec ses divertissements, ses publicités et toute sa culture. Dans ces sociétés, au nom du plus jamais ça, la démocratie et les droits de l'homme sont présentés comme obligatoires. Au nom de l'antifascisme dont le slogan est plus jamais ça, les derniers reliquats de l'ordre moral sont rejetés. Au nom du plus jamais ça, les discriminations seront dénoncées. Discrimination raciale tout d'abord, désormais vue comme le péché capital. Quelques jours avant que le tribunal de Nuremberg ne rende son jugement, l'épouse de l'ancien président de la Chambre du commerce américaine parla au président Truman. Elle lui déclara « Dans ce pays, les États-Unis, la discrimination contre les Noirs est aussi détestable que le racisme nazi en Europe. À Nuremberg, nous jugeons des personnes pour crimes de guerre, mais si nous les considérons vraiment coupables, alors, Monsieur le Président, nous devrions considérer comme tout aussi coupables ceux qui, dans le pays, lynchent les Noirs. » La même semaine, un républicain et un démocrate opposés dans la course au Sénat participèrent ensemble à une réunion antiraciste où ils se serrèrent la main. Dans un message à l'Assemblée, un intervenant lança « La discrimination et la démocratie ne peuvent coexister dans une société humaine. » 2 ans plus tard, dans Nuremberg ou la Terre promise, Maurice Bardèche avertit « La condamnation du Parti national-socialiste va beaucoup plus loin qu'elle n'en a l'air. Elle atteint en réalité toutes les formes solides, toutes les formes géologiques de la vie politique. Toute nation, tout parti qui se souvienne du sol, de la tradition, du métier, de la race sont suspects.
Quiconque se réclame du droit du premier occupant et atteste des choses aussi évidentes que la propriété de la cité offense une morale universelle qui nie le droit des peuples à rédiger leurs lois. Ce n'est pas les Allemands seulement, c'est nous tous qui sommes dépossédés. Nul n'a plus le droit de s'asseoir dans son champ et de dire « cette terre est à moi ». Nul n'a plus le droit de se lever dans la cité et de dire « nous sommes les anciens, nous avons bâti les maisons de cette ville, que celui qui ne veut pas obéir aux lois sorte de chez moi ». Il est écrit maintenant qu'un concile d'êtres impalpables a le pouvoir de connaître ce qui se passe dans nos maisons et dans nos villes. Crime contre l'humanité, cette loi est bonne, celle-ci n'est pas bonne. La civilisation a un droit de veto. Nous vivions jusqu'ici dans un univers solide dont les générations avaient déposé l'une après l'autre les stratifications. Tout était clair, le père était le père, la loi était la loi, l'étranger était l'étranger. On avait le droit de dire que la loi était dure, mais elle était la loi. Aujourd'hui, ces bases certaines de la vie politique sont frappées d'anathème, car ces vérités constituent le programme d'un parti raciste condamné au tribunal de l'humanité. En échange, l'étranger nous recommande un univers selon ses rêves. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de cités. D'un bout à l'autre du continent, les lois sont les mêmes, et aussi les passeports, et aussi les monnaies. On le voit, la logique était mise en place, transcendant les clivages politiques. L'antiracisme serait une obligation universelle avec toutes ses conséquences. Toujours au nom du plus jamais ça, dans nos sociétés modernes, les discriminations sur le sexe et sur la sexualité sont dénoncées, voire réprimées. Naturellement, toutes les revendications ne sont pas formulées immédiatement, mais là encore, les germes sont semés au nom d'un désir de liberté révolutionnaire poussé de plus en plus loin. La société, je le rappelle, va jusqu'au bout de la logique des principes qu'elle adopte.